parlementaire PASTEF y voit la suite logique d'une procédure amorcée sous Macky Sall. L'opposition crie au règlement de compte. La fracture politique se creuse davantage au sein de l'hémicycle. Ngor sous le choc ce matin. Un immeuble de 5 étages s'effondre brutalement, plongeant le quartier dans la stupeur. Au moment de notre reportage ce matin, des personnes étaient encore piégées sous les décombres, tandis que les secours s'activaient pour les sauver. L'instabilité de la structure serait liée à des travaux sur un terrain voisin. Éducation, le secteur de l'enseignement supérieur privé dans la tourmente. Plus d'un tiers des établissements épinglés pour non-conformité. Le ministre Abdourahmane Diouf promet des mesures fermes pour assainir ce secteur essentiel. Les réformes en cours inquiètent les acteurs concernés. Enfin, un tournant historique au Vatican. L'Américain Robert Prevost devient le nouveau pape sous le nom de Léon XIV, succédant à François. Il marque l'arrivée d'un premier pontife américain à la tête de l'Église catholique. Ce choix suscite déjà des réactions diverses. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, Assemblée nationale, 5 anciens ministres mis en accusation pour détournement présumé de fonds publics et corruption. Mansour Faye est poursuivi pour un montant de 2,749 milliards de francs CFA, tandis que Ndessa Diop est accusé de complicité pour 57 millions de francs CFA. Moustapha Diop, lui, est impliqué dans l'acquisition de masques pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Et c'est tout. Sophie Gladima est mise en cause pour des malversations financières estimées à 193 millions de francs CFA. Enfin, Ismaël Madior Fall est soupçonné d'avoir exigé 250 millions de francs CFA en échange de l'attribution de marchés publics. Après le vote des résolutions de mise en accusation des 5 députés, les réactions divergent au sein de l'hémicycle. Pour les parlementaires du parti PASTEF, cette décision s'inscrit dans la continuité d'une procédure initiée sous le régime de Macky Sall. Cependant, l'opposition parlementaire y voit plutôt une volonté manifeste de règlement de compte, dénonçant une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, une fracture qui illustre les tensions persistantes au sein de l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de 5 anciens ministres qui ont maille à partir avec la justice. Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Salimata Diop dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Et Ismaël Madior Fall pour une affaire présumée de corruption, bénéficiant ainsi de privilèges de juridiction. Il fallait passer par une première étape de mise en accusation. Mais ces résolutions de mise en accusation soumises au vote de l'Assemblée nationale ont été diversement appréciées par les députés. Les députés du parti PASTEF, les Patriotes, se dédouanent de tout soupçon. Selon eux, le rapport de la Cour des comptes précède leur arrivée au pouvoir. C'est Macky Sall lui-même qui a commandité le rapport Covid-19 qui soupçonne certains anciens ministres de détournement de deniers publics. Il faut donc que la lumière soit faite. Certains députés non inscrits constatent cependant des vices de procédure dans la démarche. Si on n'a pas un rapport d'audit, si on n'a pas les procès-verbaux d'audition au niveau des commissariats, est-ce que nous, on peut se permettre de dire voilà les infractions qu'on peut retenir contre ces personnes, alors que nous n'avons reçu que la lettre du ministre de la Justice à travers laquelle il est mentionné des faits. L'opposition parlementaire, quant à elle, voit derrière cette procédure une volonté manifeste de règlement de compte. C'est par cette voie que Farba Ngom a été mis derrière les barreaux. On doit tous éviter de faire des affirmations gratuites à l'endroit des autres sans aucune preuve. Avant les débats et jugements au niveau de la Haute Cour de justice, les députés de la 15e législature ont donné un avant-goût sur la teneur des différents dossiers. En écho aux récentes affaires judiciaires, on en revient avec
insistance, Mansour Faye, parmi les 5 anciens ministres traduits devant la Haute Cour de justice, l'ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, cristallise l'attention entre ses démêlés avec la justice et ses critiques contre le régime actuel. Mansour Faye est sous pression depuis la perte du pouvoir. Aujourd'hui, il doit rendre compte de sa gestion après la publication du rapport de la Cour des comptes étayé par les investigations de la DIC révélées ce jeudi 8 mai. Le rapport pointe de graves irrégularités, notamment une surfacturation de riz pour un montant estimé à 2,7 milliards de francs CFA. Il a toujours nié son implication dans cette affaire de détournement de fonds liés à la gestion de la Covid-19. L'ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale est revenu sur l'affaire concernant les 399 millions de francs CFA utilisés sans justification. Dans le rapport, le vérificateur avait indiqué que son ministère a utilisé 399 millions de francs CFA tirés des fonds qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Et dans une longue déclaration rendue publique, Mansour Faye s'en prend vigoureusement à ce qu'il qualifie de manipulation de la part de certains responsables de l'actuel régime, en particulier qu'il accuse de travestir les faits. L'examen en séance plénière de la résolution portant mise en accusation de 5 anciens ministres du précédent régime, l'Assemblée nationale du Sénégal se penche ce jeudi 8 mai sur cette étape cruciale de la reddition des comptes. Si la résolution de mise en accusation est votée, elle sera transmise dans l'immédiat au procureur général par le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier, pour saisir le président de la Haute Cour de justice et celui de la commission d'instruction, marquant ainsi le début officiel de l'enquête. À l'issue de son enquête approfondie, la commission d'instruction aura le choix entre 2 options, soit prononcer une ordonnance de non-lieu mettant fin à la procédure, soit décider du renvoi des anciens ministres devant la Haute Cour de justice pour un procès en bonne et due forme. Après des années de promesses et de reports, la Haute Cour de justice est de nouveau opérationnelle au Sénégal, un tournant historique qui symbolise la volonté de rompre avec l'impunité des plus hauts responsables de l'État, y compris le président de la République. Cette avancée est perçue comme une réponse forte aux attentes citoyennes, marquant une étape cruciale dans la lutte contre la corruption plongée dans les coulisses de cette réforme capitale. Ce 28 décembre 2024, une page nouvelle s'écrivait dans l'histoire politique du pays. La Haute Cour de justice allait enfin entrer en fonction. L'événement avait été annoncé quelques mois plus tôt par le président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Faye, dont la campagne avait été marquée par un discours de rupture. La promesse était claire. Plus jamais l'impunité au sommet de l'État. Trop de scandales, trop de dossiers enterrés, trop de ministres intouchables. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. La Haute Cour de justice, bien qu'inscrite dans la Constitution depuis longtemps, n'avait jamais été réellement activée. Elle existait théorique, mais sans membres nommés, sans texte d'application, sans volonté politique, elle restait un fantôme juridique, jusqu'à ce que la colère populaire et le souffle d'un changement démocratique la sortent de l'oubli. Ce matin-là, 15 députés avaient été désignés à la suite d'un vote. Parmi eux, des visages nouveaux, d'autres plus expérimentés. Le rôle de cette cour est immense. Elle est la seule habilitée à juger le président de la République, les ministres et certains hauts responsables pour des faits graves commis dans l'exercice de leurs fonctions. Haute trahison, atteinte à la Constitution, malversation, abus de pouvoir. Mais pour qu'une procédure soit lancée, il faut une décision de l'Assemblée nationale, prise à une majorité renforcée. Une barrière qui protège contre les dérives partisanes, mais qui exige aussi le courage de la part des élus. Car la Haute Cour de justice n'est pas seulement un tribunal. Elle est le reflet d'une nation qui veut croire que nul, pas même le chef de l'État, n'est au-dessus des lois. Et elle est une promesse faite aux générations futures que le pouvoir ne sera plus un bouclier contre la justice, mais un contrat révocable avec le peuple. Aujourd'hui, cette promesse est peut-être sur le point d'être mise à l'épreuve, car en cette matinée du 8 mai 2025, l'Assemblée nationale examine un projet de résolution explosif, la mise en accusation de plusieurs anciens ministres, accusés de détournement de fonds publics et d'abus d'autorité dans des dossiers sensibles. S'il est voté, ce sera le tout premier dossier transmis à la Haute Cour de justice. Sur le terrain social, la loi criminalisant le viol suscite toujours des débats à cœur
Massar, les Badianou Gor demandent un encadrement plus strict de cette législation, soulignant les failles qui pourraient entraîner des poursuites judiciaires injustifiées, même à l'absence de preuves concrètes. Ces femmes engagées trouvent un allié à la personne d'un député du pouvoir qui défend leur cause à l'Assemblée nationale. Ces revendications ont été exprimées lors de la 4e cérémonie annuelle départementale des Badianou Gor de Keur Massar. Elles sont dans la sensibilisation, la médiation sociale, entre autres. Les Badianou Gor du département de Keur Massar interpellent l'État sur la loi criminalisant le viol. Selon elle, la dite loi doit être encadrée. L'objectif de cette mobilisation, c'est uniquement pour passer un message fort à l'endroit des populations, à l'endroit des décideurs pour la lutte contre les violences non fondées sur des personnes. Je donne un exemple comme le viol sur les mineurs. Nous demandons un encadrement avec les nouvelles juridictions. À travers cette mobilisation, les Badianou Gor ont profité de l'occasion pour attirer l'attention des autorités sur leur statut. Il faut la revalorisation de la statut des Badian. Il faut également accompagner les Badian dans le domaine de la capacitation, dans le domaine des formations et les accompagner également pour qu'il y ait vraiment une motivation vraiment digne de ce nom pour que les Badian puissent vraiment s'entraider. Leur plaidoyer est porté par le parlementaire venu assister à cette mobilisation des Badianou Gor. Quand les Badianou Gor, qui sont des relais communautaires, elles ont pris leurs initiatives pour dénoncer certaines pratiques. Et moi particulièrement, en tant que député, j'ai toujours dit qu'il faut encadrer la criminalisation du viol. Lors de mon première intervention à l'hémicycle, j'ai plaidé pour les Badianou Gor, les chefs de quartier et les relais communautaires. Rappelons que cette cérémonie des Badianou Gor se tient chaque année pour discuter, partager et sensibiliser sur les questions d'ordre social et humain. Le drame qui a secoué la commune de Ngor continue de susciter l'émotion. Un immeuble de 5 étages s'est partiellement effondré ce jeudi, laissant craindre le pire. Les secouristes ont déjà extrait un survivant des décombres, mais plusieurs personnes étaient encore coincées cet après-midi. Selon les habitants, des travaux sur un terrain attenant auraient compromis la stabilité de la structure. Les commerces situés au rez-de-chaussée sont gravement endommagés. Le drame s'est produit vers 9h du matin. Sur ces images prises par un passant, on voit la façade de l'immeuble s'écrouler comme un château de cartes. Mais l'effondrement a été plus sévère dans la partie de derrière. Après 2 heures de recherche, les secouristes sont parvenus à extraire des décombres une personne apparemment toujours vivante. Il y avait 3. Donc il y avait 3, on a sauvé une, ça reste 2. Fort heureusement, la majorité des occupants ont été évacués préventivement. Ils sont sortis dès que l'immeuble a commencé à montrer des signes d'un effondrement imminent. Le voisinage est sous le choc. C'est vraiment choquant, un choc qui est palpable parce que nous sommes voisins, nous sommes là depuis quand même quelques années. Voir un immeuble de cette trempe-là vraiment tomber, donc nous sommes tous désagréablement surpris. L'immeuble aurait perdu son équilibre à cause des travaux de creusement que des ouvriers effectuaient depuis quelques jours sur ce terrain attenant au bâtiment. Quand les ouvriers ont commencé à creuser, je suis allé vers eux pour leur demander d'arrêter. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient creusé le terrain. J'ai aussi constaté que l'immeuble a fait l'objet de plusieurs travaux d'extension. Donc je ne suis pas en mesure de déterminer la cause exacte de l'effondrement. Mais je suis persuadé que les travaux effectués à côté, ils sont pour quelque chose. Le gouvernement doit prendre des mesures pour mettre un terme aux constructions souterraines que l'on effectue auprès des immeubles. C'est ce qui provoque ce genre de drame. Les dégâts matériels sont aussi très importants. Des commerces se tenaient au niveau du rez-de-chaussée. Les recherches se poursuivent. Pour le moment, aucun bilan officiel n'est établi.
Djembe Mbaye, face à la grogne sociale, le syndicat du personnel administratif des aéroports du Sénégal tire la sonnette d'alarme. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, il a dénoncé des conditions de travail difficiles, traitement inéquitable, licenciement abusif et suppression de certains avantages. Les travailleurs appellent les autorités à réagir rapidement pour améliorer leur situation. En brassard rouge, symbole de leur colère, ils ont d'abord campé le décor de l'aéroport international Blaise Diagne. AIBD et ça, c'est le malaise, c'est le stress, ce sont les maladies, c'est la crainte et c'est le désarroi. Ces syndicalistes dénoncent un traitement non équitable, une situation qui est selon eux la conséquence directe de l'application du décret 2021-746 du 10 juin 2021 qui consacrait la dissolution de l'ADS dans l'AIBD. Cette fusion entre les deux entités laisse un goût amer pour nombre de travailleurs. C'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la convention commerciale n'ont pas tous les acquis que ceux qui sont au niveau de la convention aéronautique. Il faut le corriger absolument. Concernant le plan de redressement de la situation financière mis en place par la direction générale, Djibril Sakho dément l'existence d'un sureffectif et dénonce les licenciements qu'il juge abusifs. Nous savons que ce qu'il y a comme effectif n'est pas suffisant par rapport aux activités que AIBD fournit. Nous ne pensons pas que ce soit acceptable que l'on puisse recruter des gens alors qu'on parlait de surdimensionnement des effectifs et vouloir en remercier. Cela, on ne saurait l'accepter. Le personnel des aéroports du Sénégal dénonce aussi la suppression de certains avantages tels que les aides financières qu'ils recevaient à l'occasion des fêtes de Korité ou de la Tabaski. Ils exigent le rétablissement de ces acquis. Éducation, la régulation des établissements privés d'enseignement supérieur se précise. Ce jeudi, le docteur Abdourahmane Diouf a rencontré les représentants du secteur pour envisager des mesures d'assainissement sur les 298 universités privées. 100 sont dans l'irrégularité, notamment 46% des établissements privés de santé. Le ministre de l'Enseignement supérieur promet des décisions fortes pour rétablir l'ordre. C'est une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les représentants des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Elle est d'une part axée sur la réglementation qui régit ces établissements, d'autre part consolider le partenariat entre l'État et le secteur privé. Entre autres problèmes soulevés par ces acteurs, l'habilitation et l'accréditation des structures de formation. On a 143 écoles qui n'ont aucun problème, 55 qui sont dans le pipeline. Finalement, la question de la régularité se posait sur les 100 restants. Au Sénégal, 298 universités sont recensées pour presque 90 000 étudiants. L'explosion des effectifs a ouvert la voie à une prolifération anarchique d'établissements privés d'enseignement supérieur, notamment dans le secteur de la santé, accusés récemment de décerner de faux diplômes. C'est pire dans les écoles de santé parce que 46% de ces écoles n'ont pas respecté les procédures. À la question de savoir le sort qui leur sera réservé, la tutelle répond sans détour. L'objectif, ce n'est pas de les sanctionner, mais c'est de voir avec elles, celles qui sont encore disponibles pour faire les efforts, pour revenir dans le système. Nous allons les aider à revenir dans le système. Autre question soulevée lors des travaux, l'épuration des dettes. Abdourahmane Diouf convoque les chiffres et promet de les éponger au plus tard au mois de décembre de cette année. La dette de départ était à 28 milliards, déjà payée. 18 milliards reste à payer globalement, 10 milliards. Et sur les 10 milliards qui restent à payer, nous avons budgétisé pour 2025 4 milliards. Afin de réorganiser davantage le secteur, le ministre de l'Enseignement supérieur invite les représentants à se retrouver autour d'une même structure faîtière. Autre annonce de taille, l'organisation prochaine d'un salon élève-bachelier pour aider tout étudiant à s'orienter vers son projet professionnel.
Dans la continuité des réformes, le gouvernement a décidé pour la deuxième année consécutive de ne pas orienter d'étudiants vers les établissements privés d'enseignement supérieur. Le ministre Abdourahmane Diouf demande une année supplémentaire pour corriger les dysfonctionnements identifiés dans ce secteur. Cette année, nous attendons 80 000 bacheliers. Est-ce que les universités publiques ont la capacité de les absorber? On est en train d'y travailler. Ce que je peux dire sur ce point, surtout par rapport aux orientations, c'est que l'année dernière, quand je vous ai rencontré, l'idée de base, c'était que si le public ne pouvait pas absorber tous les bacheliers, naturellement, nous aurions pu nous retourner vers le privé. Mais nous avions pu trouver un arrangement avec le public qui avait accepté que tous les bacheliers y soient orientés. Et c'était finalement cette décision-là que le gouvernement avait suivie. Cette année aussi, il me semble qu'on va vers cette direction. Donc on a le bac dans 2 mois, les orientations vont être faites assez rapidement. Donc ce que je vous demanderai très gentiment, c'est de nous laisser ces 2 années de transition, le temps d'assainir dans le sens positif du terme. En bref, l'entrepreneuriat sénégalais prend un nouvel élan avec le lancement de la phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et jeunes PAVI 2. Après un premier succès avec 66 milliards de francs CFA investis, cette nouvelle étape vise un financement de 107 milliards de francs CFA pour soutenir l'autonomisation économique, la souveraineté alimentaire, industrielle et technologique. À l'approche de la Tabaski, le gouvernement met en place un dispositif pour assurer l'approvisionnement et la sécurité des marchés à bétail. Un conseil interministériel a été organisé pour planifier cette période sensible, notamment en matière de lutte contre le vol de bétail. Les éleveurs de leur côté s'engagent à collaborer pour garantir un bon déroulement de la fête. À 1 mois de la fête de la Tabaski, le gouvernement du Sénégal a déjà enclenché les préparatifs. Un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko s'est tenu récemment pour passer en revue les mesures à prendre, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement du marché en moutons, la sécurité et la lutte contre le vol de bétail. Sur le terrain, les points de vente commencent déjà à se remplir. Du côté des vendeurs, l'optimisme est de mise quant à la disponibilité du cheptel. Notre souhait, c'est qu'il y ait beaucoup de moutons et en quantité. Nous voulons accompagner le gouvernement à bien approvisionner le marché. La Tabaski est une fête très importante pour les musulmans. J'espère que chacun disposera d'un mouton. L'accès aux espaces de vente ne devrait pas poser problème. Un encadrement sera mis en place avec un important dispositif sécuritaire. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Nous disposons de nos espaces. En plus, c'est bien sécurisé. La gendarmerie fait les rondes. Nous avons aussi le contact au cas où il y aurait des problèmes ou des cas de vol. Nous collaborons parfaitement. Cependant, comme chaque année, les éleveurs restent confrontés à une contrainte majeure. La cherté de l'aliment de bétail qui pèse lourdement sur les coûts de production. Nous achetons le sac à 16 000 ou 17 000 francs CFA pour ce qui est de l'aliment de bétail et cela vient du Mali. Celui qui est produit au Sénégal, nous l'achetons à 10 000 francs. Lors de la dernière édition, 955 175 moutons ont été recensés, dépassant l'objectif initial de 810 000. Le chef du gouvernement a appelé à l'implication de tous les ministères concernés pour assurer une bonne organisation. Matar Barry, les tensions montent parmi les vendeurs de moutons déguerpis du parking du stade Léopold Sédar Senghor à moins d'1 mois de la Tabaski. Ils demandent à être réinstallés sur le site, jugeant les espaces alternatifs inadaptés. Face à la presse ce jeudi, ils appellent les autorités à reconsidérer leur décision. On a constaté que l'État nous a octroyé 3 sites, à savoir la CICES, le plage de Djamalai et les Maris. Mais vu les 3 espaces, on sait que le parking Stade Léopold Sédar Senghor est peut-être 2 ou 3 fois plus grand que ces sites-là. Et vraiment, ces 3 sites ne peuvent pas contenir tous les éleveurs. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat,
est que ces 3 sites, peut-être l'accès est un peu difficile aux éleveurs, parce que aller à la plage de Djamalai avec un camion rempli de moutons, avec ces sables dunes là, c'est pas facile d'y accéder quand même. Nous tenons à dire aux autorités que s'ils peuvent surseoir sur leur décision de laisser pour cette année-ci la forêt ici au stade Léopold Sédar Senghor jusqu'à l'année prochaine peut-être, parce qu'on voit que pour l'instant il n'y a aucune construction, les travaux n'ont pas encore démarré, donc pourquoi pas ne pas laisser les éleveurs organiser l'opération de la Tabaski jusqu'à l'année prochaine. En sport, football de plage, le Sénégal continue son aventure en Coupe du Monde de beach soccer. Les Lions de Ngala Sylla se sont qualifiés pour les demi-finales en battant l'Italie 4-3 après prolongation. Une performance remarquable qui fait suite aux victoires contre l'Espagne, Tahiti et le Chili. Prochain défi, la Biélorussie qui a éliminé l'Iran sur le même score. Le Sénégal qui brille enfin en Coupe d'Afrique des Nations U20, les Lionceaux de Serigne Saliou Dia ont décroché leur qualification pour le tour suivant grâce à une victoire 2-0 contre la RDC. Les 2 buts ont été inscrits sur penalty par Tidiane Thiam et Ibrahima Dieng. Cette victoire place le Sénégal en 2e position du groupe C derrière le Ghana. Actualité hors de chez nous, le Vatican accueille son nouveau chef spirituel, le cardinal américain Robert Prévost, désormais pape Léon XIV, succède au pape François décédé le 21 avril. L'annonce a été faite ce jeudi par le proto-cardinal Dominique Mamberti, marque l'élection du premier pape américain de l'histoire, connu pour sa discrétion et son ouverture. Léon XIV incarne un pontificat résolument modéré avec une solide expérience pastorale au Pérou. Ce 8 mai 2025, l'Église catholique a élu son 267e souverain pontife, Robert Francis Prévost, un cardinal américain originaire de Chicago qui a choisi le nom de Léon XIV. Il devient ainsi le premier pape issu des États-Unis. Né le 14 septembre 1955, Robert Francis Prévost est d'ascendance française et italienne. Il a rejoint l'ordre de Saint-Augustin en 1977, prononçant ses vœux solennels en 1981. Ordonné prêtre en 1982, il a poursuivi ses études en droit canonique à Rome, obtenant une licence en 1984. Il a ensuite été envoyé en mission au Pérou, où il a exercé diverses fonctions pastorales et éducatives pendant plus d'une décennie. En 1998, Prévost est élu provincial de la province augustinienne Notre-Dame du Bon Conseil aux États-Unis. 3 ans plus tard, il devient prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, un poste qu'il occupera jusqu'en 2013. En 2014, il est nommé évêque de Chiclayo, au Pérou. En 2023, le pape François le nomme préfet de Dicaster pour les évêques, le chargeant de la sélection des évêques à travers le monde. Il est créé cardinal la même année. Suite au décès du pape François le 21 avril 2025, un conclave s'est tenu les 7 et 8 mai. Au 4e tour de scrutin, Robert Francis Prévost est élu pape, prenant le nom de Léon XIV. Son élection a été annoncée par la traditionnelle fumée blanche à 18h08, suivie de la proclamation. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.